Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Sens Public, votre rendez-vous de débats, chroniques et reportages. Vous connaissez la promesse de l'émission, elle est contenue dans son titre, donner du sens à l'actualité, se mettre au service du public, vous proposer des clés de compréhension des mutations de notre société avec au sommaire de ce 24 septembre, l'Ukraine peut gagner. C'est la dernière volte-face signée Donald Trump qui exhorte aussi l'OTAN à abattre tout avion russe qui violerait son espace aérien. Est-ce un changement de stratégie ou une énième déclaration à l'emporte-pièce du président US? Comment les pays européens doivent-ils réagir face aux provocations aériennes de Vladimir Poutine? Où en sont les négociations pour un cessez-le-feu? On en débat dans une minute. Et puis dans la seconde partie de cette émission, retour sur une commission d'enquête sénatoriale aux conclusions fracassantes, celle sur les aides publiques aux entreprises françaises avec un chiffre choc, 211 milliards en 2023. Dans un contexte où il y avait parfois de l'incompréhension, de la colère, de voir des entreprises, des grandes entreprises toucher des aides publiques, verser des dividendes, racheter des actions ou licencier, il était légitime que nous posions la question à quoi sert l'argent public par les grandes entreprises. Quelles sont les entreprises qui en profitent le plus? Ces aides ont-elles permis aussi de sauver des emplois? Comment mieux les contrôler et les soumettre à une obligation de résultat? Ne ratez pas l'analyse et la confrontation de nos invités sur ce thème. Ce sera dans 3 quarts d'heure. Et n'hésitez pas à réagir. Vous le savez, depuis le début de cette saison, on vous propose ce QR code que vous pouvez flasher et je poserai vos questions à nos experts, notamment sur ce revirement du président Trump à propos de l'Ukraine. Mais que change vraiment ce soutien affiché? Première réponse en images, Fabien Recker. Donald Trump change de ton au sujet de la guerre en Ukraine. Après son discours à l'Assemblée générale de l'ONU, le président américain a publié un post sur son réseau Truth Social, qualifiant la Russie de tigre de papier, incapable d'atteindre ses objectifs militaires. L'Ukraine, avec le soutien de l'Union européenne, est en mesure de reconquérir l'ensemble de son territoire dans sa forme initiale. Une véritable volte-face pour celui qui déroulait encore, le 15 août dernier, le tapis rouge à Vladimir Poutine, quelques mois après avoir humilié en direct le président ukrainien dans le bureau ovale. Volodymyr Zelensky, qui s'est félicité cette nuit du revirement américain. Ce poste de Trump, c'est un vrai tournant. Un vrai tournant. C'est très positif. Un tournant qui intervient alors que les incursions russes dans le ciel européen se sont multipliées depuis 15 jours. Survol de drones en Pologne et en Roumanie, chasseurs russes interceptés au-dessus de l'Estonie. Le secrétaire général de l'OTAN appelle la Russie à cesser l'escalade. Il est clair que ce que font les Russes est inacceptable. Que ce soit intentionnel ou non, c'est pour le moins imprudent. Et cela doit cesser absolument. Et ce qu'ils vont voir maintenant, c'est que quoi qu'il arrive, nous sommes là. Mis au défi par les provocations russes, les Européens cherchent encore la doctrine à adopter, sans certitude de pouvoir compter demain sur leur imprévisible allié américain. On se demande à quoi joue Donald Trump en Ukraine avec Sylvie Berman. Bonsoir, bienvenue, bonsoir. Ancienne ambassadrice de France à Pékin, à Moscou. Et vous publiez L'ours et le dragon, Russie-Chine, histoire d'une amitié sans limite. Avec un point d'interrogation, c'est paru chez Talendier. Guillaume Ancel, bonsoir, bienvenue, ancien officier, chroniqueur de guerre, auteur de ce livre. Petite leçon sur la guerre, comment défendre la paix sans avoir peur de se battre. C'est aux éditions Autrement. Et je signale aussi votre blog Ne pas subir. Olivier Kempf, bonsoir. Et bienvenue à vous aussi, vous êtes directeur du cabinet stratégique La Vigie, chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique et vous publiez Guerre d'Ukraine aux éditions Economica. Et j'accueille Jean-Sébastien Ferjou. Bonsoir Jean-Sébastien, vous êtes directeur du site Atlantico, éditorialiste pour Sens Public. Et je vous le rappelle, vous pouvez réagir en flashant avec vos téléphones ou vos tablettes notre QR code. Je serai en quelque sorte votre porte-parole auprès de nos experts. J'ai employé moi dans mes titres le mot de revirement sur l'Ukraine à propos des déclarations de Donald Trump. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Sylvie Berman, ou est-ce qu'il est un peu fort ce mot ?
C'est un revirement apparent, en tout cas. Oui. Je pense que Donald Trump est profondément vexé par l'attitude de Vladimir Poutine, parce qu'en fait, il a cru que Vladimir Poutine raisonnait de la même manière qu'un Américain ou qu'un Occidental. Un jour, d'ailleurs, Poutine avait dit à Bush, vous pensez, parce que vous nous regardez et qu'on est blanc, qu'on pense comme vous. On ne pense pas comme vous, on est différent. Et ça, Donald Trump a du mal à le concevoir. Donc il s'est dit, selon l'art du deal, je tape fort sur le plus faible, d'où cette séquence indécente dans le bureau ovale contre Volodymyr Zelensky, et j'offre à Vladimir Poutine des avantages politiques et économiques, c'est-à-dire c'était la réhabilitation au sein de la communauté internationale, la levée des sanctions, une coopération économique très, très importante. Donc son intérêt aurait été de l'accepter si on raisonne de cette manière-là. Et ça n'a pas été le cas, il s'est heurté à un mur. Ensuite, Vladimir Poutine a écouté ses généraux qui lui ont dit qu'en 3 mois, il allait conquérir le Donbass. Donc il n'est pas prêt d'aboutir à un accord. Mais ce qui est même plus grave aujourd'hui, et ça a été cité au début, c'est qu'il est dans la provocation. C'est-à-dire qu'il ne se contente pas d'attaquer en Ukraine. D'abord en Ukraine, il vise Kiev et les populations civiles. Et il vise non seulement les pays voisins de la Russie ou de la Biélorussie, mais aujourd'hui même jusqu'à Copenhague. Oui. Ce n'est pas des actes hostiles, mais c'est des provocations qui ne peuvent qu'irriter Donald Trump. Mais ensuite, il faut que les actes suivent les déclarations. Effectivement, et on reviendra notamment sur ces intrusions dans l'espace aérien de plusieurs pays de l'OTAN. Guillaume Ancel, si c'est un revirement seulement apparent, est-ce qu'il y a une justification? Est-ce qu'il y a des informations, des éléments récents qui ont pu pousser Donald Trump à employer ces termes sur son réseau de On voit quand même un phénomène assez récent, c'est que Trump n'est pas encore désespéré, mais il est attristé, déçu, ne comprend pas sa relation avec Poutine, qu'il décrivait avant comme formidable, et puis dont il réalise qu'il peut avoir une très bonne discussion, ce sont ses mots, avec Poutine, et 2 heures après, il va faire bombarder Kiev. Et donc, ça n'a pas de sens. En fait, il découvre la duplicité de Poutine qui n'a aucun problème de traiter en ami les Ukrainiens, mais de les bombarder tous les jours. Et pour lui, c'est assez déstabilisant. Maintenant, quand on parle de tournant ou de revirement, je serais très méfiant parce qu'on sait que Trump est surtout totalement imprévisible. Je rappelle que quelques heures avant sa déclaration, Marco Rubio, qui est quand même son ministre des Affaires étrangères, a déclaré exactement le contraire. Il a dit, mais il n'est pas question que l'OTAN commence à abattre des avions, vous ne vous rendez pas compte, il ne faut pas une escalade, etc. Donc ça montre bien que Trump n'a pas de stratégie, qu'il ne travaille pas avec son administration. Il est tout seul sur son réseau social, puis d'un seul coup, il nous fait une tromperie, c'est-à-dire qu'il balance un truc et les autres suivent derrière en essayant de comprendre ce qu'il a dit. Par contre, ce qui est sûr, parce que ça, il l'a dit la semaine dernière et il l'a répété à plusieurs reprises, c'est qu'il estime que Poutine l'a laissé tomber, je reprends ces mots, l'a vraiment laissé tomber. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, il ne croit plus à sa capacité, avec les éléments actuels, à négocier un accord de sortie de guerre avec Poutine sans qu'il y ait quelque chose de nouveau qui se passe. Oui. Et ça, c'est un changement important dans l'attitude de Trump, alors qu'il est bloqué par sa propre promesse. On s'en souvient tous. Je vais stopper la guerre en Ukraine en 24 heures. Oui, et puis ensuite, c'était en 100 jours. Mais de toute façon, les 2 échéances ont été largement, voire très largement, dépassées. Olivier Kumpf, je repose un peu la même question, j'y rajoute un élément. Est-ce qu'il y a des éléments de l'ordre du renseignement militaire, renseignement en général, qui peuvent expliquer la prise de position de la nuit dernière de Donald Trump ? Ou est-ce que ça peut être un coup de com'? Je me suis fait cette réflexion aujourd'hui en me disant, il y a eu ce discours quand même assez lunaire devant l'Assemblée générale des Nations Unies, peut-être pas forcément très bien reçu un peu partout sur la planète, s'est dit, j'allume un contre-feu tout de suite. Alors des renseignements, on n'en sait rien. Trump n'a pas la réputation de lire les notes de renseignements qui arrivent sur son bureau. Il n'a pas la réputation de lire beaucoup, d'ailleurs. Regarder la télé et lire son réseau social, oui. Donc conforter ses opinions préalables, ça, c'est un peu son mode de fonctionnement, ce qu'on comprend. Je pense que la déclaration, elle est assez longue et que beaucoup focalisent sur la première partie où il est très élogieux envers l'Ukraine. Et on ne voit pas la fin. Or, la fin, il dit 2 choses. Il dit finalement, c'est à l'OTAN de s'en occuper. Or, dans un esprit américain et particulièrement dans l'esprit de Trump, l'OTAN, c'est l'Europe.
il ne fait pas la différence, le continent, l'Union, l'organisation du traité. Pour lui, voilà, c'est les Européens. Et c'est les Européens qui, d'ailleurs, vont acheter ces armes. Et ça, il le renie très nettement. Et donc, ça marque une intuition profonde qu'il a chez lui. C'est une affaire européenne, je laisse ça aux Européens, mais les Européens doivent m'acheter des armes, grand 1. Et surtout, à la fin, il dit deux choses. Il dit une chose à 2 reprises. Bonne chance à tous, bonne chance aux 2 parties. Oui, aux 2 parties, oui, effectivement. Alors, on a connu un soutien je suis pour l'Ukraine, et puis à la fin dire, débrouillez-vous, bonne chance aux 2, finalement je regarderai le résultat. Oui. Ça n'est pas, à mon sens, le tournant tel qu'il a été chanté par Zelensky. D'un autre côté, mettez-vous à la place de Zelensky. Oui. Enfin, un mot aimable de la part de Trump, en 9 mois, c'est quasiment le premier, donc c'est bien. On va l'écouter dans un instant, on écoutera la réaction du président français aussi. Vous avez vu s'afficher la réaction de Malik de Villeneuve-la-Garenne, qui se pose la question d'une guerre d'ego. Vous avez un petit peu répondu tout à l'heure, Sylvie Bermann. Peut-être que je suis totalement à côté de la plaque, mais après tout, j'assume. Ma question sur l'écran de fumée, le coup de com' de Trump, parce qu'il est aussi coutumier du fait. C'est un as de la communication. Donc, je ne sais pas quels étaient les retours sur son... Moi, je l'ai trouvé lunaire, mais bon, j'étais peut-être pas la cible de son discours à l'ONU. Mais si la petite musique médiatique lui était défavorable, il s'est dit, faut que j'invente autre chose. Alors moi, je ne pense pas qu'il est plus lunaire que d'habitude. Parce que si vous prenez la patience d'écouter chacune de ses conférences de presse, ça part dans tous les sens. Il y a des digressions. Il salue la première dame, il est toutes choses qui ne se font pas. Il a eu ce qu'on appelle aux États-Unis l'opening joke, c'est-à-dire une plaisanterie pour commencer un discours finalement c'était assez malin de parler d'escalier mécanique qui ne fonctionnait pas, du prompteur, et en disant voilà ce que c'est que l'ONU. Alors je pense qu'il est très déçu aussi parce qu'il tient à son prix Nobel. Il passe son temps à rappeler qu'il a réglé cette guerre, mais c'est l'Ukraine qui pouvait lui offrir cette éventualité. À mon avis, ça ne marcherait pas parce que le jury d'Oslo est plutôt woke, ou en tout cas très à gauche. Mais en tout cas, il est obstiné par ça. Et je pense que c'est un coup de pression supplémentaire sur Vladimir Poutine. Et en même temps, effectivement, depuis la rencontre au Vatican, pour réparer celle qui avait été désastreuse à la Maison-Blanche, bien, il a développé des relations avec Volodymyr Zelensky et il entend quand même ce que Volodymyr Zelensky lui dit, parce qu'au début, son équipe est allée bille en tête pour rencontrer les Russes et ont écouté essentiellement le narratif russe. Alors, on va écouter une première réaction, celle du président français. Il était avec Donald Trump peu après cette déclaration, enfin en tout cas ce post sur son réseau social, déclaration sur l'Ukraine. On a écouté Emmanuel Macron. En effet, nous avons beaucoup de choses à faire ensemble, et notamment résoudre, je veux dire, ces guerres insensées que nous avons. Et je viens de voir le message que vous avez publié après votre rencontre avec le président Zelensky, et je pense que c'est un message très pertinent. Je veux dire, si nous soutenons concrètement l'Ukraine avec cette situation, étant donné les souffrances de l'économie russe, je veux dire, il y a cette opportunité d'un avenir prometteur, nous la soutiendrons. On l'a dit, on a un Donald Trump qui est surtout déçu par Vladimir Poutine. Guillaume Ancel, moi je me pose toujours la question de la réaction des autres chefs d'État face à un Donald Trump aussi insaisissable que vous nous le décriviez. Comment tenir une ligne face à un personnage pareil ? Alors, ce qui est très difficile pour eux, et je dirais qu'ils ont beaucoup utilisé le président finlandais, parce qu'il a une relation particulière avec Donald Trump et le secrétaire général de l'OTAN. Ils essayent de rentrer dans le registre de Trump sans jamais le braquer contre eux, tout en sachant que l'autre est totalement imprévisible. Et donc la question pour eux, on l'a rappelé tout à l'heure, c'est l'OTAN. C'est-à-dire, en fait, quelles vont être réellement les réactions et les marges de manœuvre de l'OTAN à un moment où les États-Unis, sous l'impulsion de Donald Trump, a décidé de revoir la présence américaine en Europe. Donc ce sera intéressant de savoir si il replie un certain nombre d'unités militaires américaines qui sont stationnées aujourd'hui en Europe, tout en nous disant qu'il faut que l'OTAN se défende. Et au même titre que quand il dit il faut descendre sans scrupule un avion russe qui viole votre espace aérien, et son ministre des Affaires étrangères qui dit exactement le contraire. Donc je pense que pour les Européens, c'est très difficile d'arriver à décrypter. Il y a 2 chefs d'État qui sont vraiment en pointe sur la négociation sur l'Ukraine, c'est Keir Starmer, le Premier ministre britannique, et le président français.
mais ils connaissent la limite de leur discussion avec Donald Trump, puisque lui ne tient pas parole et ne se souvient pas de ce qu'il a dit dans les heures précédentes. Oui, à ce point-là. Et ce qu'on peut dire, je me tourne vers vous, Jean-Sébastien, c'est qu'il y a toujours un défi à relever quand il y a de telles déclarations de Donald Trump, notamment quand il prend le contre-pied de ce qu'il disait encore il y a peu de temps dans ce rapport de force entre la Russie et l'Ukraine. C'est un défi à l'Europe, d'une certaine façon. Oui, c'est, je crois, la vraie question finalement de ce qu'il a dit hier, parce que le revirement, ça a été évoqué, il est relatif, Marco Rubio disait autre chose, et Donald Trump lui-même, finalement, moi ce que j'en retiens, c'est pas d'aide nouvelle à l'Ukraine, c'est on s'en lave les mains et on renvoie ça à l'Europe. Maintenant, il est quand même moins imprévisible qu'il n'y paraît quand on l'écoute bien. Il l'est totalement sur la forme, peut-être agit-il par caprice parfois, parce qu'il regarde Fox News et qu'il est vexé qu'un autre que lui prenne mieux la lumière, mais quand vous en parlez à des gens dans les think tanks républicains à Washington notamment, ils vous disent que c'est quelqu'un déjà qui comprend très vite. Alors effectivement, il lit très peu, mais il comprend très vite. Et je pense que Donald Trump, il y a une ligne de prévisibilité qui est toujours la même. Il dit la même chose que ses prédécesseurs. L'Europe ne paye pas assez. Et il faut aussi que l'Europe sorte de ses illusions morales. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, moi je pense que la vraie question, c'est pas tant combien de temps ça va durer ce revirement, que quel est le sens qu'il y donne. Parce que quand il refile, en quelque sorte, pardon pour la trivialité, mais c'est un peu le style de Donald Trump, le bébé à l'Europe, quel sens y met-il? Parce qu'effectivement, on peut l'entendre comme Poutine l'a vexé, donc il s'en désintéresse, mais ça peut être aussi finalement dire, de toute façon les Européens, comme c'est des nuls et qui feront jamais rien, à la fois j'exprime mon mécontentement, mais sans grandes conséquences, parce qu'ils ne pourront pas véritablement tenir tête à Vladimir Poutine. Ou alors il a un peu changé d'avis et il se dit, les Européens, si je les réveille, si finalement on les secoue un peu, ils pourraient finir par réellement prendre leur destin en main, ce qui est aussi une grande revendication des Américains depuis longtemps. Donc, c'est difficile de savoir, je pense qu'on le saura par la fin de l'histoire. Oui, effectivement, la fin de l'histoire nous éclairera là-dessus. Il y a quand même eu une petite mobilisation politique de l'Europe, on peut le signaler, ça. Oui, bien sûr, parce que quelles que soient les intentions de Donald Trump, on peut entendre son discours aussi sur les valeurs, quand il dit l'Europe est en train de paver son propre chemin vers l'enfer à coup de bonnes intentions sur l'inclusivité, l'immigration, etc. On peut l'entendre de deux manières différentes. On peut l'entendre comme une vraie hostilité, un mépris ou une vraie hostilité vis-à-vis des élites européennes, ou on peut l'entendre comme ce que les Américains diraient tough love. Mais enfin, réveillez-vous, voyez bien que vous êtes en train de faire n'importe quoi et que vous abîmez votre civilisation. Mais c'est à l'Europe de s'en saisir. Il n'y a que l'Europe qui pourra répondre à la question. Finalement, on attend l'interprétation de la part de Donald Trump, mais c'est à l'Europe de le faire. Et il y a eu une mobilisation politique, vous le disiez. Quand on regarde ce qu'était l'Europe avant 2022, ce qu'elle est aujourd'hui, Emmanuel Macron notamment, il y a beaucoup contribué en osant aller sur la question de la présence des soldats américains sur le sol ukrainien, en mobilisant des partenaires européens. Maintenant, le rapport Draghi il date d'il y a un an, je ne sais pas si vous vous en souvenez, où il faisait le constat sur l'état assez désastreux de l'Europe, aussi bien comme institution que comme puissance économique militaire. Qu'est-ce qui a vraiment changé? Oui, avec effectivement, Olivier Kempf, il y a quand même une dimension, si on parle de l'Europe et de l'OTAN, c'est la dimension des armes américaines. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais oublier que dans l'esprit de Donald Trump, il y a l'art du deal, vous l'évoquiez tout à l'heure, et donc le business, acheter nos armes. Absolument. Et pour appuyer ce que vous dites, ça fait 3 ans et demi que l'on parle de la guerre d'Ukraine et qu'on a l'impression que la priorité stratégique des Européens, c'est l'Ukraine et la Russie. Et en fait, non. La priorité stratégique des Européens, sauf peut-être à Paris, mais pour des raisons qu'on expliquera, c'est la relation transatlantique, c'est le couplage. Vous dites, et avec raison, la question du partage du fardeau, qui est finalement, quand vous regardez l'histoire de l'OTAN, quelque chose qui est apparu dans les années 60. Mais dans les années 60 est apparu un autre débat qui demeure, c'est celui du découplage. Comment est-ce qu'on fait pour garantir le couplage entre les deux rives de l'Atlantique ? Or, ce qui intéresse tous les autres Européens, hors la France, parce qu'aucun d'entre eux, sauf les Britanniques, n'a d'armes nucléaires, c'est le parapluie nucléaire américain. Et c'est pour ça que vous avez une obsession de tous nos alliés européens, qu'ils soient dans l'OTAN ou qu'ils soient juste dans l'UE, sur ce couplage transatlantique. Et c'est ça leur priorité, avant même la question ukrainienne. Et donc la question ukrainienne est finalement instrumentalisée par tout le monde, y compris par Trump, pour discuter de ces relations transatlantiques. Et si on se tourne vers la Russie et donc Vladimir Poutine, Guillaume Ancel, est-ce qu'il peut se permettre un affrontement direct avec l'Europe ? Puisque c'est ça la question qui est derrière le fonctionnement de l'OTAN. On va consacrer une chronique aux règles d'engagement de l'OTAN dans un instant. Là, on touche à un point clé, à mon avis, du débat.
c'est comment est-ce que les Européens sont capables de défendre la paix sans avoir peur de se battre. C'est le sous-titre de mon dernier bouquin. Mais ce n'est pas que de la pub. C'est que le problème pour les Américains, c'est qu'ils sont toujours restés en culture militaire. Ils se battent en permanence. Ils ont des soldats engagés dans le monde entier. Et donc, quand on leur dit « on va aller se battre en Ukraine, on ne va pas aller se battre en Ukraine », ça ne fait pas débat. Regardez la montée, la levée de boucliers dans toute l'Europe dès qu'on dit qu'il y a des soldats qui pourraient être impliqués dans une affaire en Ukraine. On a l'impression que c'est la fin du monde. Comme si on disait à un pompier « vous n'allez pas aller attaquer le feu parce que vous risquez de vous blesser ». Nos soldats sont entraînés et payés pour se battre. Mais nous, on ne veut pas se battre. Et ça, c'est l'arme qui nous manque le plus. Et ça agace Donald Trump parce qu'au fond, exactement comme Poutine, ils veulent parler de guerre, ils veulent parler de sortie de la guerre, mais est-ce qu'ils sont capables simplement d'aller descendre un avion russe qui s'est permis de violer l'espace aérien? Et ça, c'est une question cruciale pour nous parce que c'est l'arme qui nous manque le plus. Ce n'est pas les missiles patriotes ou les chars machin. C'est cette capacité à se dire, à un moment, pour défendre la paix, est-ce qu'on est prêt à se battre? Jean-Sébastien, un mot et je reviens vers vous, Sylvie. Oui, mais vous complétez, je suis absolument d'accord avec ce que vient de dire Guillaume Ancel, mais il y a peut-être une deuxième arme qui manque aux Européens, mais qui est dans le prolongement, c'est la détermination par rapport à la guerre hybride que mène la Russie. Parce qu'en réalité, il y a déjà un conflit. Quand vous voyez le nombre d'entreprises qui sont piratées, par exemple, et on voit bien souvent, les enquêtes le montrent, que ce sont derrière des cyberpirates russes. On a vu ce que les Russes avaient été capables de faire en Afrique. On a vu la manière dont ils avaient été capables d'instrumentaliser les réseaux sociaux pour que les populations africaines se retournent contre la France. Et ça, même chose, on en est plus ou moins conscient. Regardez encore la cyberattaque sur les aéroports ce week-end. Alors, rien n'a été dit pour l'instant, mais ça rentre dans cette logique-là. Est-ce que l'Europe prend en compte cette mesure-là? Parce qu'il y a les drones, effectivement, dans la provocation, mais il y a aussi toute cette guerre en souterrain, et aussi les croix gammées, les têtes de cochon devant les mosquées. Il ne cesse d'appuyer sur les fractures des sociétés américaines. Sommes-nous prêts à le regarder sommes-nous prêts à le regarder en France et à y répondre? Alors, Donald Trump, on peut beaucoup critiquer, mais de temps en temps, il pointe des faits qui sont quand même intéressant à soulever. Par exemple, quand il dit ceci sur le gaz et le pétrole russe qu'on continue d'acheter. L'Europe doit passer à la vitesse supérieure. Elle ne peut pas continuer à agir comme elle le fait actuellement. Elle achète du pétrole et du gaz à la Russie alors qu'elle est en conflit avec ce pays. C'est embarrassant pour elle. Et ça a été très embarrassant pour elle lorsque je l'ai découvert, je peux vous l'assurer. Elle doit immédiatement cesser tout achat d'énergie à la Russie. Sinon, nous perdons tous beaucoup de temps. Il marque un point, là, quand même, Donald Trump, Sylvie Bermann. Alors, c'est vrai. En même temps, il y a eu une très forte diminution. On était dépendant à 45%. Je pense qu'aujourd'hui, ça doit être de l'ordre de 15%. Enfin, bon, à vérifier. Mais effectivement, on continue à acheter du gaz et surtout du gaz naturel liquéfié. D'autant plus que beaucoup viennent de la péninsule de Yamal, qui a une installation qui a été construite largement avec Total. Les Américains continuent d'acheter 20 à 30% de leur uranium également en Russie. Donc en fait, ce qui intéresse Donald Trump, c'est qu'on lui achète du gaz, son gaz de schiste, américain, bien sûr, plus polluant et qui est également 4 fois plus cher que ce qu'il vend aux Américains. Donc c'est en fait une perspective plutôt commerciale. Ce qu'il demande des Européens, c'est de pénaliser les Chinois et les Indiens comme si on allait se lancer dans une guerre commerciale avec ces pays. Donc voilà, il y a une forme aussi d'hypocrisie et puis d'intérêt America First, une fois de plus. Oui, effectivement. Alors, on a commencé à l'évoquer, ces provocations russes, il y a la guerre hybride, il y a les incursions dans l'espace aérien de l'OTAN, et puis alors il y a des avions de ministres qui d'un seul coup voient leur GPS brouillé. Ça s'est passé il y a dans les dernières 24 heures. C'est la ministre espagnole de la Défense. Elle passait près de Kaliningrad, une enclave russe, au sein de l'Union européenne. Elle l'a raconté ensuite Margarita Robles. Nous pensons qu'il est essentiel de revendiquer le droit pour tous de pouvoir se déplacer et voler librement sur le territoire européen sans subir, comme nous l'avons vécu ce matin même, des interférences de la part de nous savons qui. La Russie doit savoir que nous n'abandonnerons pas l'Ukraine, que nous continuerons à la soutenir sans relâche et que nous revendiquons le droit de tous les pays à vivre et à se déplacer librement sans accepter en aucun cas les menaces de Poutine.
Alors ça a été un exemple. Il y en a eu d'autres qu'on a évoqués. Ces 2 dernières semaines, l'OTAN a soit détruit des drones, c'est au-dessus de la Pologne la semaine dernière, puis alors a intercepté, escorté des avions russes, c'était au-dessus de l'Estonie. On va voir grâce à Quentin Calmet quelles sont les règles d'engagement de l'OTAN. Bienvenue Quentin, venez nous rejoindre sur le plateau de Sens Public. On évoque donc les conditions pour déclencher telle ou telle riposte. Oui, parce qu'on voit que le débat, il est de moins en moins théorique, de plus en plus concret, avec ces incursions de drones, d'avions russes dans l'espace aérien européen. Le nouveau commandant suprême des forces alliées en Europe, c'est le général américain Alexus Grinkevich, à gauche ici. Il est en tournée en ce moment sur le continent. Il répondait ce matin à une interview dans Le Monde pour préciser la position de l'OTAN. Et ce n'est pas évident, on va le comprendre, ça dépend beaucoup de chaque pays. Il explique « Je dispose en effet de l'autorité pour défendre et assurer la dissuasion dans la zone euro-atlantique, mais la situation n'est pas la même dans tous les pays. Nous avons des discussions pour savoir ce que chacun attend de l'OTAN. Certains pays, Thomas, souhaitent une application très stricte des règles d'engagement, comme la Pologne, qui demande à abattre sans sommation tout objet volant au-dessus de son territoire. D'autres pays demandent des règles plus souples. Pour l'heure, et avant de revoir ces règles, le général explique « Chaque situation, je cite, doit être étudiée au cas par cas ». Oui, et donc on a bien compris que les pays européens membres de l'OTAN semblent hésiter dans le choix, dans la réponse à apporter. Exactement. Le général américain qui appelle les chefs d'État européens à se mettre d'accord sur une déclaration générale disant, je cite, que nous voulons que tout soit abattu, mais nous appliquerons toujours les règles d'engagement qui consistent à identifier clairement l'aéronef, à s'assurer qu'il est bien hostile et à déterminer s'il est piloté ou non. C'est ce qu'il disait une fois encore dans Le Monde ce matin. Mais donc effectivement, Thomas, on voit que les Européens cherchent encore leur doctrine, alors que Donald Trump a expliqué hier que les pays de l'OTAN devraient abattre les avions russes qui volent dans leur espace aérien. Et selon l'expert Stéphane Audran, il n'y a plus de leadership américain. Donc les Européens tâtonnent entre eux et on sent que c'est plus compliqué que d'habitude. Effectivement, avec les déclarations de Donald Trump à l'emporte-pièce, parfois irrationnelles, les Européens se montrent prudents sur la façon dont ils veulent appliquer les règles d'engagement de l'OTAN. Merci beaucoup Quentin pour toutes ces informations. Et d'ailleurs, on est en pleine actualité puisque le président français a réagi tout à l'heure. Il dit l'OTAN doit monter d'un cran en cas de nouvelle provocation de la Russie. Il l'a dit chez nos confrères de France 24 et à Radio France Internationale. Ça veut dire que si quelqu'un vous provoque à nouveau, vous devez réagir de manière un peu plus forte. Mais il dit on ne va pas ouvrir le feu. Et alors là, c'est intéressant, Sylvie Bermann, parce qu'évidemment, quand on a un avion, on a un pilote à l'intérieur, et c'est pas la même chose que d'abattre un drone, quoi. J'énonce une lapalissade, mais il faut quand même l'expliquer. Non, mais c'est évident. D'ailleurs, c'est ce que dit le commandant des forces alliées en Europe, Grinkevich, qui est d'ailleurs, enfin, sa famille est d'origine biélorusse, oui. Mais enfin bon, il est américain à 100%, comme il le dit lui-même. Il dit il faut vérifier, bon, non seulement l'appareil, mais également le caractère hostile. Oui. Et ça, c'est évidemment beaucoup plus compliqué. Et effectivement, si vous tirez sur des drones, c'est tout à fait normal. Si vous abattez des drones, on a d'ailleurs des difficultés à le faire, comme on l'a vu, parce qu'il y en a eu 27 sur la Pologne, et il y en a 4 qui ont été détruits uniquement. Pour un avion piloté, c'est beaucoup plus difficile, parce que c'est effectivement engager le feu avec les Russes. Donc, sauf si c'est hostile et qu'il y a des charges, mais bon... Je pense que beaucoup de pays ne l'accepteront pas. Quel serait le risque ? Donc, vous disiez tout à l'heure, Guillaume Ancel, il y a un moment où il faut, j'emploie mes termes à moi, mais un peu montrer les muscles, montrer les dents. Quel serait le risque ? Le risque, c'est d'aller trop vite, trop fort. C'est pour ça qu'il y a une notion de gradation. Quand on parle de règles d'engagement, il faut quand même comprendre que cela fait plus de 15 ans finalement que la police de l'air, ce qu'on appelle la défense aérienne des pays baltes, est assurée par les nations de l'OTAN, c'est-à-dire que les 3 pays baltes n'ont pas d'armée de l'air, donc on est déjà là. Ça s'est renforcé avec la mission de l'OTAN, présence avancée dans l'Est. Et donc là, il y a des règles d'engagement qui ont quand même été avalisées par le comité militaire et par le Conseil de l'Atlantique Nord. Mais on voit bien qu'elles sont compliquées, que tout le monde n'est pas d'accord, ça dépend des pays, règle d'engagement, et donc j'y viens, c'est-à-dire que la règle d'engagement, c'est pas forcément je tire et je descends en avion. Vous avez
plusieurs gradations. Vous pouvez d'abord déclencher un radar pour illuminer, pour juste dire, tiens, mon radar de tir, parce que là, tu es manifestement hostile et tu es manifestement dehors. Quand on parle des interceptions, qu'est-ce qui se passe? Vous avez juste un avion qui se met à côté de l'autre avion pour dire, je t'ai vu, je suis là. Et puis, la dernière chose, avant d'aller réellement à détruire l'avion, c'est de faire du tir de semonce. Qu'est-ce que c'est qu'un tir de semonce? C'est un tir, c'est du canon, c'est du 30 mm, mais vous tirez devant l'avion, vous pouvez dire, attention, la prochaine fois, je vais réellement ouvrir le feu. Donc, vous avez une gradation. On en est là, et là, ça, c'est les règles d'engagement général de l'OTAN. Et puis après, où est-ce que ça se passe? Si ça se passe en Pologne, c'est pas la même chose que si ça se passe au Danemark ou si ça se passe en Italie. Peut-être que les Italiens vont dire sur mon espace aérien, écoutez, non, pas vraiment, alors que les Estoniens vont dire oui, beaucoup. Ou les Polonais, on l'a entendu. Ou les Polonais. Et donc là encore, vous avez une diversité par les alliés. Donc, des règles d'engagement qui sont générales, mais qui ne vont pas jusqu'à l'engagement direct de destruction, grand 1, et ensuite une application au cas par cas, pays par pays. Jean-Sébastien, après je reviens vers vous, Guillaume Ancel. Il y a un pays de l'OTAN qui a tranché la question, la Turquie. Il y a 4 ou 5 ans, la Turquie a abattu un MiG russe au-dessus de la Syrie, enfin au-dessus de la Turquie en l'occurrence, mais qui venait de la Syrie. Et donc moi je trouve évidemment tout à fait responsable que l'Union européenne, enfin qu'on évite de se mettre en situation de guerre ou de précipiter une guerre qui serait évitable, mais ça renvoie à ce qu'évoquait tout à l'heure Guillaume Ancel. Quand même, les Européens semblent un peu frileux à l'idée qu'un jour ils pourraient être amenés à se battre. Est-ce que ces règles d'engagement, je reviens vers vous, mais Sylvie Bermann d'abord, elles ne sont pas un peu datées finalement? Est-ce que face au Poutine d'aujourd'hui, on peut continuer d'être dans cette logique-là? Ça dépend des différents pays. Ils ont, comme ça a été expliqué, des caveats et certains ne voudront pas le faire, d'autres le feront. La comparaison avec la Turquie n'est pas toujours pertinente. Ça n'a rien à voir. C'était une zone de guerre, c'était une zone de crise. La Russie et la Turquie étaient... La polonaise près de l'Ukraine est une zone de guerre. Ils étaient sur des lignes différentes, ils tenaient des positions différentes. Et la Turquie avait alerté 100 fois, parce que ce n'est pas la première fois qu'un avion violait le territoire turc. Et ils ont dit, la prochaine fois, on tire. Et effectivement, ils ont tiré. Ils ont exprimé d'ailleurs des regrets après parce que ça a créé une crise. Mais c'est pas comparable comme situation. Alors c'est un peu ce que disent les Polonais aujourd'hui. Guillaume Ancel, il y a un moment où il va peut-être falloir le faire. C'est ce que vous laissiez entendre tout à l'heure, quoi. Je suis assez effaré de voir qu'on n'évolue pas, on n'applique pas le bon logiciel. On découvre après 3 ans et demi de guerre que les drones ont pris une place incroyable. En Europe, on ne sait même pas les détecter. Vous savez que sur l'aéroport de Copenhague, il me semble, on découvre qu'il y a des drones qui viennent manifestement de bateaux, parce que ça se dépose n'importe où, des drones, et ça se pilote à distance, et en fait, on ne sait pas les détecter. On ne sait pas les identifier, on sait à peine les détruire. Donc, on va mettre combien de temps à comprendre que la Russie de Poutine est une nation menaçante et que nous sommes menacés. Je pense qu'il y a un sujet de passage à l'acte, si vous voulez, et c'est ça qui impressionne aussi Donald Trump. Oui, mais c'est pas la même chose, je répète la phrase, c'est pas la même chose d'abattre un drone ou un avion avec son pilote. Effectivement, il y a 2 cas différents, mais vous savez que pour les drones, l'incursion de drones en Pologne, l'OTAN était en émoi de dire est-ce qu'on accepte d'ouvrir le feu pour détruire des drones 25 drones qui rentrent jusqu'à 300 km à l'intérieur de la Pologne. Mais pardon, mais on attend quoi pour le faire? Les Russes attendent quelque chose pour le faire? Il faut qu'on comprenne que nous sommes vraiment dans aujourd'hui dans une zone de quasi-guerre à cause de l'Ukraine. Bien sûr qu'il ne faut pas escalader, on ne va pas aller attaquer la Russie. La Russie n'a pas attaqué l'Estonie quand il y a 3 MiG-31 qui passent dans son espace aérien. Mais ils n'ont pas de transpondeur, ils n'ont pas de plan de vol, ils ont été interceptés par des avions. Et vous voyez, eux, ils ont l'habitude de voir les Occidentaux qui viennent, qui leur font signe qu'ils doivent dégager, ils font un bras d'honneur dans leur cockpit pour bien leur montrer qu'ils n'en ont rien à faire, et ils partent tout doucement. Pardon, mais là aussi, il faut qu'on change de grammaire avec les Russes, puisqu'on se souvient. Donc il faut quoi, un tir de sommation, ce dont parlait Olivier Coq tout à l'heure? Ça, pour moi, on n'en est plus là. En 3 ans et demi de guerre, il faut bien comprendre que la Russie de Poutine nous a démontré qu'elle ne comprend que la loi du plus fort. Et nous, qu'est-ce qu'on démontre? C'est qu'en permanence, on se réfugie derrière notre petite loi pour ne surtout pas agir. C'est pas comme ça qu'on impressionnera la Russie. À un moment, il faut abattre un avion russe. Surtout avec, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, il y a aussi les arrières sur les drones. Est-ce que nous nous sommes mis en situation de produire des drones et tout simplement de comprendre comment ça fonctionne? Vous n'êtes pas tous d'accord avec nous, c'est pour ça que ce débat est intéressant. Je vous redonne un peu la parole là-dessus, puis ensuite on va quand même essayer de savoir la situation à la fois sur le fond et sur les négociations. Il nous reste une dizaine de minutes. Non, mais effectivement,
pour le moment aussi, la priorité, c'est les drones. C'est d'avoir une défense contre les drones. Et on ne l'a pas. Soit parce qu'on a des missiles qui coûtent 1 million contre des drones qui coûtent, je ne sais pas, 10 000. Et on ne peut pas le faire. Et puis, effectivement, on n'y est pas arrivé, on n'a pas les moyens. Il faut effectivement se défendre contre la menace russe. Encore une fois, est-ce qu'il faut tirer immédiatement contre un avion? On n'a pas les moyens, on décide de ne pas se les donner. Regardez ce qu'Israël a fait, justement, parce que les missiles du système Dôme de fer et bouclier de Salomon, ça coûte extrêmement cher. Israël vient de démontrer la capacité à tirer avec des lasers. Donc c'est aussi la question de est-ce que l'Europe est capable d'assumer l'innovation et les investissements qui vont avec. Sur les drones, pour conclure ce chapitre, on a appris aujourd'hui que Renault, parce que Renault, le ministère de la Défense a mandaté Renault pour travailler sur des drones, ça provoque un peu d'émoi au sein de l'entreprise et des salariés, notamment du côté des syndicats. Donc les patrons de Renault ont envoyé un courrier interne aujourd'hui pour expliquer qu'effectivement ils étaient sollicités pour fabriquer des drones qui pourraient éventuellement intervenir en Ukraine, que la décision n'était pas encore prise, etc., qu'il y avait d'autres entreprises européennes qui rentraient dans une logique un peu plus guerrière. Bien, on voit qu'il y a là un enjeu aussi sociétal. Ça rejoint ce que vous disiez, c'est jusqu'où on est prêt à aller. Je voudrais ouvrir ce dernier chapitre sur la situation peut-être sur le front et sur le front des négociations en écoutant d'abord Volodymyr Zelensky. Vous y faisiez référence tout à l'heure. Évidemment, heureux d'entendre un Donald Trump un peu plus offensif vis-à-vis de la Russie. Ces derniers jours, nos soldats ont occupé 360 km. Ils ont encerclé 1000 soldats russes. Et bien sûr, nous voulons les échanger parce que nous avons besoin de nos soldats quoi qu'il arrive. Mais grâce à nos soldats, nous avons cette possibilité, cette opportunité. Et nous continuerons jusqu'à ce que la Russie arrête cette guerre. Je rappelle la phrase d'origine de Donald Trump, l'Ukraine peut gagner. Est-ce que ça a du sens vu la situation sur le front? Là, on a un Zelensky qui dit on a progressé, on a encerclé des soldats russes. Quand vous discutez avec les experts militaires, personne ne voit aujourd'hui une capacité de rebond militaire de la part des Ukrainiens. Tout le monde est impressionné par la résilience ukrainienne, par sa capacité à tenir le front, à être en défensif. Ils sont quand même en défensif depuis maintenant plus de 18 mois. 22 mois. C'est déjà remarquable ce qu'ils font, mais personne ne les voit mobiliser et avoir une action de force qui permette de réellement inverser la vapeur. Donc, pour répondre à votre question, non, et c'est d'ailleurs très inquiétant parce que plus ça dure, plus on se pose la question jusqu'où vont-ils tenir. D'où la question des négociations, qui était un sujet dont on a parlé jusqu'à il y a encore 2-3 mois, qui est passé totalement sous les radars, oui, on a l'impression qu'il n'y a plus de négociation. Et donc la grande question, c'est est-ce qu'il y a quand même une négociation qui se poursuit, mais qui est tellement efficace que justement on n'en parle pas, ou alors est-ce que au contraire, tout le monde a laissé tomber parce que les Russes, et d'ailleurs ce sont les déclarations du Kremlin, disent on va gagner la guerre parce que dans la durée, le rapport de force est pour nous. Avec une dimension, je commence avec vous Sylvie Berman, Guillaume, je reviens vers vous juste après, parce que on se pose la question, vous nous dites qu'il ne faut pas sous-estimer Donald Trump, qui a sans doute une ligne directrice plus en termes de stratégie en Ukraine plus forte qu'on ne pense, mais est-ce qu'il s'est quand même pas un peu fait balader par Vladimir Poutine, qui a profité de ce temps depuis que Donald Trump est revenu à la Maison-Blanche pour continuer d'avancer ses pions militairement? C'est-à-dire, je donne l'impression que je négocie et que j'ouvre une carte diplomatique, mais militairement, j'avance. Je crois qu'en fait, il ne lui a pas caché le fait qu'il voulait poursuivre la guerre parce qu'il attendait de la gagner. Au début, Vladimir Poutine a fait quelques gestes, mais bon, des gestes assez cosmétiques. Maintenant, il n'en fait plus et au contraire, il provoque même Donald Trump. Maintenant, les négociations se poursuivent entre Marco Rubio et Sergueï Lavrov sur l'ensemble des sujets. Je pense que Donald Trump, là, dans son discours, donne l'impression que tout ça, c'est la responsabilité des Européens, que s'ils veulent bien intervenir, punir la Chine, punir l'Inde, cesser d'acheter du gaz et du pétrole, et enfin du gaz surtout, eh bien, tout ça sera réglé. Donc c'est la faute des Européens. Mais je suis convaincue que Donald Trump
veut un règlement et il veut être à l'origine de ce règlement. Donc peut-être que pendant un temps, il dira c'est votre guerre, mais il y reviendra à un moment donné. Et d'ailleurs, en illustration de ce que vous venez de dire, on apprend que le secrétaire d'État américain Marco Rubio, donc le ministre des Affaires étrangères, a rencontré aujourd'hui son homologue russe Sergei Lavrov dans un grand hôtel de New York. Aucune déclaration à la presse en sortant de ce rendez-vous. Il y a donc des négociations qui continuent. Est-ce qu'on peut dire ça, Guillaume Ancel ? Bien sûr, parce que c'est le contexte qui permet de comprendre ce qui se passe actuellement. En fait, il y a bien une négociation, qui d'ailleurs est pilotée par Donald Trump, autour de est-ce qu'on est capable d'arrêter la guerre. Olivier l'a parfaitement résumé tout à l'heure, la situation militaire est une impasse. Donc tous ceux qui pensent que l'un ou l'autre peut gagner militairement aujourd'hui sont complètement à côté de la plaque. Même Poutine a conscience qu'il ne peut plus aller plus loin. C'est-à-dire l'Ukraine ne peut pas gagner, mais la Russie non plus. La Russie, par exemple, a lancé une très grande manœuvre Zapad 2025 qui devait aligner 100 000 militaires. On est tous impressionnés parce qu'on disait 100 000 militaires alors qu'il est en guerre en Ukraine. Waouh, ça veut dire qu'il est capable de sortir l'armée française au complet pour manœuvrer juste en face de la Pologne et des Pays-Baltes. Il y avait moins de 15 000 hommes. Son armée est dans un état de fragilité comme jamais il ne l'a connu. Et l'Ukraine, elle... Donc incapable d'ouvrir un autre front, etc. Mais bien sûr qu'il ne le peut pas. Et l'Ukraine, elle ne manque pas d'armes et de munitions, elle manque de bras. Elle n'a pas assez de personnes pour pouvoir renouveler les pertes gigantesques. Donc la situation militaire, c'est une impasse. La réalité de la négociation, c'est Jill Evans, le vice-président américain, qui l'a rappelé la semaine dernière. C'est les concessions territoriales. Poutine vient avec un argument qui est logique, mais qu'on peut détester. Il dit, moi, je veux terminer d'avoir le Donbass. Il me manque 6000 km². Quand je fais la guerre, je gagne entre 400 et 500 km² par mois. Donc, soit vous économisez 2 ans de guerre, soit moi je continue, je sais que ça coûtera 200 000 morts, mais j'irai jusqu'au bout. Et il en a les moyens. Et donc, les Européens sont excédés parce qu'ils disent, si on fait cette concession de lui donner un territoire qu'il n'a même pas conquis, on s'assied sur le droit international et on ouvre en grand, ce qu'aimerait bien peut-être Donald Trump, la loi du plus fort. Donc on le refuse. Du coup, la Russie de Poutine exerce des pressions en permanence contre les Européens pour qu'ils cèdent sur ce sujet. C'est ça les provocations permanentes de la Russie contre les Européens. Jean-Sébastien ? Oui, parce qu'effectivement, vous disiez, il y a plus de détermination. Enfin, il me semble qu'il y a quand même un peu plus de cohérence dans la stratégie de Donald Trump. On n'est pas obligé de partager la vision qu'il a du monde, mais je pense que pour lui, vu d'Europe, nous, l'Ukraine déjà c'est proche de nous, et c'est aussi un sujet moral, parce qu'on voit la souffrance des Ukrainiens et que, bref, la guerre nous épouvante. Lui, je crois qu'il s'en fiche un peu. Son objectif, c'est détacher la Russie de la Chine. C'est ça qu'il a en tête. Et donc, je pense que depuis toujours, il s'était dit, finalement, l'Ukraine, je suis prêt à m'asseoir un peu dessus. Donc, selon les jours, il a plus ou moins besoin de mettre l'Ukraine en avant ou pas dans cette espèce de grand jeu. Après, est-ce que c'est réaliste d'imaginer qu'il pourrait détacher la Russie au régime autoritaire de la Chine ? Je me tourne forcément vers vous, puisque on est au cœur de votre livre, L'ours et le dragon. Absolument, mais je pense qu'il ne se fait pas d'illusions là-dessus. Il a compris que ce n'était pas possible de les détacher. En plus, ce qui me frappe, c'est que autant dans son administration, ça a pu être pensé et dit, lui ne l'a jamais dit. Or, Trump, il dit tout ce qui lui passe par la tête. Il y avait un conseil de Kissinger, il y en a eu plusieurs, on parlait de Kissinger à l'envers, justement, soutien au plus faible contre le plus fort. Donc là, ça serait la Russie contre la Chine. Mais Kissinger donnait un autre conseil, c'est que Washington ait avec Pékin et Moscou séparément de meilleures relations bilatérales que les deux capitales entre elles. Et donc, c'est un peu ce qu'il essaie de faire aussi. Il est bien sûr l'ennemi numéro 1, ça reste la Chine. Dans son discours aux Nations Unies, il l'a à peine mentionné. Et il est en train de négocier avec la Chine parce qu'il reconnaît que finalement la Chine a des atouts dans la négociation, non pas sur l'Ukraine, mais sur le reste et sur les tarifs commerciaux. Olivier Kemp. Je rebondis sur cette notion de discussion bilatérale. Trump a une discussion bilatérale avec la Russie et l'Ukraine n'est que un des éléments de cette discussion. Et d'ailleurs, cette semaine, il y a une déclaration de Poutine très importante qui n'a été relevée par quasiment personne sur le traité nucléaire de contrôle des armements nucléaires qui s'appelle New Start, qui est un traité bilatéral entre Moscou et Washington, qui arrive à échéance en 2026. Et Poutine a déclaré très officiellement un certain nombre de conditions qui prouvent que dans le dialogue bilatéral américano-russe, il n'y a pas que l'Ukraine. Et ça, Trump le sait tout à fait, il discute business, il discute Arctique, il discute Proche et Moyen-Orient, il discute peut-être Chine, il discute nucléaire.
avec Poutine. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat qui était passionnant. Je vais rappeler les titres de vos livres. Sylvie Bermann, je commence avec vous. L'ours et le dragon, donc on est aux éditions Talendier. Petite leçon sur la guerre, Guillaume Ancel, aux éditions Autrement. Et cette guerre d'Ukraine, livre publié chez Economica. Olivier Kempf, merci encore et à bientôt.